Mesdames et messieurs, bonjour et merci beaucoup d'être là si nombreux. Je suis très heureuse. C'est la troisième fois que je viens présenter mon livre en Allemagne, mais il n'était pas paru en allemand jusqu'ici. C'est fait avec ce livre que vous avez sous les yeux, Kalifat Nachplan. C'est un livre qui est sorti il y a 2 ans en France et qui a créé des débats assez intenses et notamment une espèce de levée de bouclier venant du monde académique, disant qu'il ne fallait pas le lire. Donc ça commençait assez mal et malheureusement j'ai eu beaucoup de critiques qui sont plutôt des insultes et des calomnies que de véritables critiques sur le fond et je le regrette d'ailleurs. Euh, pour le moment, ce livre c'est très bien vendu en France, les gens se sont appropriés son contenu, mais malheureusement dans les milieux académiques, la première fois que je suis entrée dans une mosquée en tant qu'étudiante en anthropologie, c'était donc il y a 30 ans. C'était un centre islamique géré, mais je ne le savais pas à l'époque, par les frères musulmans. Alors bien sûr, ils ne me mentionnaient pas leur affiliation secrète, mais les sœurs musulmanes, puisque quand je suis rentrée en immersion dans cette mosquée en tant qu'anthropologue, les sœurs musulmanes m'ont énormément appris. Parce qu'elles essayaient de faire de moi d'abord une musulmane, ce que je ne suis pas, et ensuite une sœur musulmane. Alors je dois dire que cet environnement très accueillant m'a immédiatement intéressée et dans une certaine mesure fascinée. Il y régnait une atmosphère de piété fervente, voire fanatique, qui contrastait avec tout ce qu'on m'avait enseigné jusque-là à l'université. Et pendant des années, j'ai essayé de percer le mystère de cette confrérie plutôt insaisissable. Pour comprendre l'influence des frères musulmans en Europe et dans le monde, leur stratégie de mise en œuvre, d'abord territoriale puis sectorielle, et leur méthode d'action, il faut comprendre l'idéologie qui les anime et que j'appelle frérisme, traduit dans le livre par frérismus. Donc ce n'est pas pour moi seulement un groupe avec ses institutions, c'est aussi une idéologie qui est diffusée bien plus largement que le groupe lui-même. Les structures changent, mais l'idéologie perdure. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'idéologie, parce que si vous voulez fermer des mosquées fréristes, fermer ou interdire les frères musulmans, ça n'aura pas forcément grand effet, notamment dans les sociétés sécularisées, dans les démocraties libérales. L'idéologie frériste peut se propager euh, indépendamment des formes organisationnelles qu'elle prend. La raison est multiple, mais elle est assez simple à comprendre. Le frérisme repose sur une unité textuelle, une tradition, qui est conçue dès le départ. L'islam est conçu pour résister au changement dans le temps et dans l'espace. Et donc évidemment, ça donne un support idéologique particulièrement solide. En effet, premièrement, donc le frérisme pour moi est une forme de salafisme. Ça n'est pas, je sais qu'il y a des collègues qui distinguent le frérisme et le salafisme. Pour moi, le frérisme est un salafisme, mais d'un genre un peu particulier, puisqu'il est soumis à l'objectif du plan califal. C'est-à-dire que pour lui, l'important, c'est le plan, c'est l'organisation, l'institutionnalisation, l'instauration d'un califat sur terre. C'est-à-dire, en termes communs, une société islamique qui soit globale, moderne et globale. Pour le salafisme pur, si on peut dire, le Coran, et donc pour les frères aussi, le Coran est la première source de droit. C'est un texte révélé, infaillible et incorruptible, selon eux. C'est un texte sacré qu'on ne peut absolument pas toucher. Il est complété par une deuxième source de droit qu'on appelle la sunna, la tradition, les gestes et les paroles du prophète, transcrits et authentifiés par une chaîne de transmetteurs de façon à ce qu'elle soit la plus fiable possible. Encore une fois, l'islam se protège de tous les changements. Le prophète est le modèle incarné pour tous les croyants, et quelle que soit l'époque, et ce commun, ça forme la Ummah. Donc, l'islam est considéré comme un système religieux intégral qui régit les actes cultuels d'adoration,
c'est la dimension verticale de l'individu à son Dieu, les prières, les jeûnes, les aumônes, etc. Et aussi ce qu'ils appellent les muamalat, c'est-à-dire des règles d'organisation des relations sociales, économiques, politiques, juridiques. J'ai un collègue qui dit souvent, attention, l'islam n'est pas le christianisme des Arabes. C'est une religion qui est pensée, conçue différemment et qui est conçue dans une intégralité pour régir l'ici-bas et l'au-delà. Il y a toujours ces deux plans. L'islam est la solution à tous les problèmes. Il est nécessaire et suffisant. Voilà dans l'esprit des salafistes et donc des frères musulmans. Mais pour atteindre cette perfection et instaurer cette société islamique globale, il faut de temps en temps, il faut être plus souple, et notamment dans les sociétés sécularisées, on ne va pas arriver et imposer comme ça la charia. On va être plus souple. Et à ce moment-là, les frères, notamment Youssef El-Kardaoui, l'un de leurs mentors, explique que si l'objectif visé est plus important que la pratique, alors il vaut mieux viser l'objectif que la pratique. L'exemple d'une femme voilée qui veut trouver un travail assez bien placé et assez stratégique pour l'avancée des frères musulmans, eh bien, elle sera dispensée de mettre un voile. On lui dira, c'est pas grave, il vaut mieux que tu occupes ce poste influent plutôt que d'avoir à mettre le voile. Donc, les frères sont capables de suspendre la pratique. Les frères proposent une vision mondiale, une identité suprémaciste et un plan pour accomplir le califat. C'est ce que je développe dans la première partie de mon livre. VIP, c'est un sigle qui veut dire un peu la crème des mouvements islamistes. La vision, une vision du monde qui doit être inculquée aux enfants dès le début, une identité suprémaciste et un plan pour arriver à cette société islamique qui prendra 10, 20, 30, un siècle ou deux. Ça leur est égal, ils ont le temps long. Le salafisme qui est présent dans la société l'est notamment en raison des librairies islamiques. La littérature que nos enfants musulmans consomment, c'est une littérature essentiellement salafiste. Donc ça, c'est important parce que les frères vont pouvoir s'appuyer sur ce socle-là. Qu'est-ce que le salafisme? En très gros, c'est une lecture littérale du texte et l'adoption d'un modèle prophétique. C'est-à-dire que dans votre vie, tout est géré par l'islam. Que vos relations sociales, mais aussi vos actions quotidiennes, de manger, d'aller aux toilettes, etc. Tout cela est indiqué dans l'islam. Donc ce salafisme-là va permettre de construire en fait un commun des âmes et des corps. Le salafisme s'appuie sur l'exemple prophétique. Donc le prophète est la perfection absolue. Pour les enfants musulmans des sociétés sécularisées qui n'ont pas d'autres modèles, le prophète est une figure extrêmement importante qu'il faut imiter en tout. Tout ce qu'il faisait, tout ce qui a été rapporté dans la tradition, dans la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète, compte. C'est lui, l'autorité ne repose pas sur un chef vivant, elle repose sur le prophète et n'est crédible, disons, que l'autorité intermédiaire qui est capable de se montrer parfaitement fidèle au prophète. Donc le dirigeant, c'est le prophète, et sa figure est sacralisée, tend à être sacralisée. Et donc, c'est la raison d'ailleurs des assassinats des Charlie, des journalistes de Charlie. Nous avons vengé le prophète. Donc c'est ça le salafisme. Ce que peut produire le salafisme, c'est une sacralisation, une adoration qui fait que toutes les personnes qui pourraient le critiquer peuvent être attaquées, tuées. Ça, c'est important parce que c'est la remise en cause de la liberté d'expression qui est un pilier de la démocratie. Donc déjà, l'attaque vis-à-vis de la démocratie par ce mouvement théocratique, c'est d'abord par l'intermédiaire de cette figure. Alors, il existe la confrérie des frères musulmans, elle a été créée par Hassan el-Banna en 1928, donc 4 ans après la chute du califat.
date très importante puisque la chute du califat a été très mal vécue dans le monde musulman. Ça reste un traumatisme que nous avons balayé d'un revers de main à tort. C'est très important pour eux, cette date-là. Et 4 ans après la chute du califat ottoman, la confrérie donc naît d'un personnage qui est à la fois un instituteur, quelqu'un qui a été formé au soufisme, à la modernité, à la tradition, etc., et qui va prendre le leadership d'un mouvement absolument essentiel à comprendre et à connaître, qui s'appelle donc les Frères musulmans. Je ne peux pas aller trop en détail, évidemment, vous retrouverez tout ça dans le livre. Les stratégies du frérisme pour rendre la société charia compatible. Le frérisme, ce n'est pas une idéologie destinée à convertir chaque individu pour qu'il rentre dans l'islam. C'est une idéologie beaucoup plus économique et beaucoup plus puissante, puisque l'idée, c'est de convertir la société, de convertir culturellement, de changer ses lois, de changer son paysage aussi, ce que l'on voit de son corps aussi, la présence de femmes voilées, de type en camis, etc. Ça a quand même une incidence sur nos modes de vie, d'organiser le temps de prière, le temps de la nourriture, etc. Quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange pas, tout cela, dans une société sécularisée, ça a des effets. Ce n'est pas, même si ça concerne d'autres personnes, ça a des effets sur tout le monde. Donc c'est ça, c'est par là en fait que les frères agissent. Et si vous voulez comprendre la méthode des frères musulmans, ça peut être intéressant de lire les travaux de Besmenov, qui est un ancien du KGB, qui expliquait comment on subvertit une société. Ça se passe en 4 étapes. Une étape de démoralisation. Elle s'adresse généralement aux jeunes, les plus fragiles. C'est à peu près une génération. Puis un stade de déstabilisation, puis une mise en crise, puis une normalisation selon un nouveau régime. Un autre élément pour rendre la société charia compatible, c'est l'islamisation de la connaissance. Ce n'est pas un terme que j'ai inventé, c'est un terme tout à fait officiel du frérisme en général, et notamment qui vient des États-Unis, qui consiste à faire rentrer toutes nos connaissances technologiques modernes dans le cadre de l'islam. Et alors au début, c'était un peu une idée de gens de réfugiés islamistes aux États-Unis, donc très ambitieuse. Mais quand on regarde, on s'aperçoit que dans les départements de sociologie, des sciences sociales, on produit un savoir, en tout cas quand il s'agit des études sur l'islam, un savoir compatible avec l'islam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser certaines limites sous peine d'être menacé, et plus grave encore. À titre d'exemple, ce livre a entraîné que je ne peux plus entrer dans une université. Plus personne ne veut juste discuter du contenu. Je ne peux plus y aller parce que je serai en danger. L'Islamic Way of Life, ça c'est le sujet de mon prochain livre, c'est le mode de vie islamique, donc le marché mondial du halal, qui concerne tous les secteurs de la consommation, l'alimentation, l'habillement, le tourisme, et qui crée en fait une culture matérielle islamique transnationale qui est valable à travers le temps et l'espace. Tout ça, c'est influencé par plutôt l'école pakistanaise de Maoudoudi. Donc, les méthodes du frérisme, vous l'avez compris, ils veulent fabriquer une élite. C'est ça qui les intéresse. Pas tellement les masses, on les laissera aux salafistes, qui seront un peu dans un cadre très strict, relativement moutonnier, on peut dire. Ici, c'est l'entrisme, l'infiltration, la captation qui va verrouiller le contrôle sur des populations. Alors, les frères, vous les voyez ici, costard, cravate, barbe finement rasée. C'est un des rares documents, parce qu'évidemment, ils ne se montrent pas, que j'ai pris donc, lors des rencontres annuelles du Bourget, près de Paris. 100 000 personnes. Vous imaginez, c'est le plus grand rassemblement islamique en dehors du monde musulman. Les frères agissent de façon très différente dans les sociétés démocratiques sécularisées et dans les pays arabes. On en parlera peut-être, je crois qu'il y a quelqu'un qui va en parler de l'islamisme en pays arabes. Vous verrez, c'est assez différent. La structure, la confrérie, on la connaît surtout par l'exemple égyptien, mais on a des témoignages. Il faut lire le livre de Lorenzo Vidino, The Closed Circle, qui montre que on est à peu près peut-être en format simplifié. C'est une structure
concentriques. Les familles, donc vous êtes recrutés à un petit niveau et puis ensuite vous passez un certain nombre d'étapes. Mais quand on vous éduque, vous devez éduquer votre famille va éduquer le quartier va éduquer la ville, etc. Donc c'est sous cette forme-là et c'est une méthodologie assez naturelle qui a été empruntée donc, et reproduite plutôt en Europe. Alors le réseau confrérique des frères musulmans, il a une face visible et une face invisible. Donc ici, la face invisible, qu'on appelle Organisation internationale des frères musulmans, dépend de la confrérie égyptienne. Il y a des conflits à l'intérieur, il y a des divisions. Donc vous avez un groupe à Londres qui est dirigé par Ibrahim Mounir, et puis qui était dirigé, puisqu'il est décédé, puis par El Zayed. Et ce groupe-là est un groupe un peu sécessionniste par rapport à l'Égypte, parce qu'évidemment, les frères demandent un peu plus de liberté pour pouvoir s'adapter au contexte. Hein. Les frères, c'est les gens du texte et du contexte. Et puis, il y a deux factions aussi à Istanbul, dont des néo-kémalistes, des jeunes qui sont assez virulents. Ça, c'est la phase cachée. On a ces informations généralement par les services des renseignements, puisqu'ils sont extrêmement difficiles à obtenir. Il faut des moyens de surveillance qu'évidemment les chercheurs n'ont pas. Donc, à prendre pour ce que c'est. Ce qu'on connaît mieux, c'est l'autre bulle, hein, c'est le réseau transnational des frères, donc avec cette face, cette vitrine visible du Conseil européen des musulmans, qui est, alors il y a plusieurs cadres, c'est une fédération en fait d'associations nationales. Voilà, on ne le voit pas très bien, mais c'est une fédération de fédérations nationales. Tous ces pays donc ont une organisation frériste à l'intérieur et autour. Et donc l'organisation, vraiment je vous le fais très très rapide, l'organisation c'est une confrérie secrète, des milliers d'individus mais pas beaucoup plus, c'est vraiment le cœur du réacteur. Ici, le deuxième cercle, c'est la face visible avec ces associations. Et puis vous avez un troisième cercle qui sont des organisations qui sont infiltrées par les frères et qui diffusent en fait sa propagande sous forme de multiculturel, wokisme, etc., mais qui ne sont pas forcément conscients d'être infiltrés par ces cercles-là. Donc ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec un nombre assez considérable de gens qui ont adopté une idéologie frériste sans vraiment en être conscients. Alors vous allez me dire, mais comment sait-on cela ? Eh bien, quand on regarde les statistiques des jeunes en particulier, les jeunes de 18, entre 18 et 25 ans, donc les jeunes musulmans considèrent que la charia est plus importante que les lois de la République française, à un taux qui approche les 68%. Donc c'est beaucoup, c'est une très grande majorité de jeunes musulmans qui aujourd'hui sont imprégnés en fait de ce frérisme, de cette réislamisation salafiste et frériste. Bien sûr, les frères sont influents parce qu'ils reposent sur la culture du secret qui existe dans les familles musulmanes, qui existe déjà. La transmission, on apprend dans les familles aux jeunes musulmans à dissimuler un certain nombre de choses de l'islam pour ne pas plaire ou déplaire plutôt aux mécréants. Ça, ce sont les anthropologues qui mettent en évidence cela. Évidemment, ce sont des questions extrêmement taboues, hein, parce que si vous les soulevez, et je crois que ce sont les ex-musulmans qui soulèvent de plus en plus ce problème d'influence à l'intérieur des familles. Donc les frères musulmans s'appuient sur cette culture du secret, de l'entre-soi. Les frères musulmans s'appuient aussi sur les réseaux ethniques, mais aussi les réseaux de propagande, de drogue, etc. Et évidemment, les frères donc enseignent une culture de la mission, de la loyauté et surtout de la peur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement par l'attrait de la religion, mais aussi par des influences, ou en tout cas des propos très négatifs. Si tu ne portes pas le voile, tu iras en enfer. Si tu ne manges pas halal, tu iras, etc. Donc des menaces qui sont aussi très préoccupantes, puisque, comme je vous l'ai dit, dans la vision des frères, il y a l'ici-bas et l'au-delà. Et le travail qui est fait ici-bas, c'est pour gagner l'au-delà. Ça, c'est à titre individuel. Et à titre collectif, c'est pour arriver au califat.
Évidemment, les frères ne seraient pas grand-chose sans l'alliance avec la partie gauche de notre paysage politique. Alors l'extrême gauche, mais on voit quand même que la gauche est de plus en plus sensible. Alors, la gauche et la droite sont des partis clientélistes. Pour eux, le vote musulman, c'est essentiel dans certaines grandes villes. On ne peut pas prendre le pouvoir sans avoir le vote musulman. Donc, que ce soit la droite et la gauche, il y a une tendance quand même au clientélisme. Et évidemment, les frères se présentent comme les représentants de l'islam local. Mais il y a quand même d'autres stratégies et d'autres qui sont plus préoccupantes, d'autres liens entre ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui effectivement permet aux frères musulmans d'entrer dans certains partis. C'est ce que j'appelle les partis coucou. Le coucou est un oiseau qui fait couver ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Eh bien, les frères musulmans font couver leurs idées dans le nid des autres partis politiques jusqu'à ce que, bien sûr, ils en prennent le contrôle. Nous avons en France le parti La France Insoumise, qui est quand même un parti qui est en voie d'islamisation. Je l'appelle le parti proto-islamiste, parce que si un parti islamiste doit éclore dans le champ politique français, ça viendra certainement de là. Vous savez, c'est le parti de Rima Hassan, enfin de Jean-Luc Mélenchon, vous connaissez peut-être. Donc, ce que je voulais juste dire ici, bien sûr, mon livre rapporte tous les éléments de preuve de ce que j'ai dit ici, c'est qu'il est important d'étudier l'idéologie qui anime ces groupes. Ils ont le droit d'être des théocrates. Mais il faut bien comprendre aussi, ils ne font rien d'interdit. Je veux dire, ils ne font rien de criminel. Ils évitent la violence. Ça ne les intéresse pas. Ils se propagent bien mieux dans un environnement pacifique, plutôt agréable, qu'en mettant des bombes, etc. Mais ils veulent une théocratie. Et donc, il faut bien comprendre ce qu'ils veulent et ce que ça coûterait à la démocratie d'avoir un parti théocratique. En fait, vous avez compris, ils ne sont absolument pas compatibles. Donc, c'est soit théocratie, soit démocratie. Et s'ils veulent une théocratie, moi je pense, à titre les ayant étudiés de près, je pense qu'il faut leur dire d'entrée que ça ne marchera pas. Mais pour cela, il faut avoir le courage politique, bien sûr. Et le courage politique, il faut qu'il s'appuie sur des connaissances solides. Or, aujourd'hui, malheureusement, l'université ne produit rien de sérieux sur ce sujet en raison des menaces qui pèsent sur les chercheurs. Et j'en connais beaucoup qui ont arrêté de travailler sur ce sujet, tout simplement parce que ça n'était pas tenable. Donc, il faut absolument relancer ces recherches, il faut protéger les chercheurs. J'ai la chance d'être protégée 24 heures sur 24 grâce au ministère de l'Intérieur français. Il faut des chercheurs courageux aussi, sans doute un peu. Les renseignements territoriaux, les renseignements généraux font leur travail, mais ça ne suffit pas. Ils n'ont pas d'ailleurs vocation à le rendre public. Il faut que nous, les chercheurs, les journalistes, nous soyons un petit peu plus sur le terrain, un petit peu plus alertes de ce qui se passe. Et je vous remercie beaucoup.